cet épisode de notre série de balados sur le dépistage du cancer du poumon au Canada, nous accueillons deux invités très spéciaux. La Dr Nicole Bouchard, pneumologue au département de médecine de l'Université de Sherbrooke, et le Dr Richard Dumouchel, omnipraticien à la clinique médicale du Coteau à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Les liens et les ressources pour les programmes existants de dépistage du cancer du poumon sont fournis dans la description du balado. J'espère que vous aimerez cet épisode. Bienvenue aux Dr Bouchard et Dumouchel et merci de vous joindre à nous virtuellement de Sherbrooke et de la Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Dr Bouchard, à votre avis, quels sont les plus grands besoins non comblés des patients atteints de cancer du poumon? Au niveau des besoins non comblés, c'est certain qu'il faut identifier les patients de façon plus précoce que ce qu'on les identifie actuellement. Environ 70% des patients sont diagnostiqués à un stade avancé. Donc, on veut vraiment les diagnostiquer à un stade plus précoce, idéalement à un stade 1A. C'est des patients qui ont d'excellentes chances d'être guéris après une chirurgie. Et Dr Dumouchel, quelle est l'importance de la détection précoce du cancer du poumon? Bien, c'est sûr que, tel que Dr Bouchard vient de le mentionner, l'importance de pouvoir détecter les patients dans un stade plus précoce va nous permettre d'améliorer le pronostic suite au traitement de ces patients-là. Puis, je pense que oui, le pronostic, c'est important, mais en même temps aussi de diminuer la morbidité là, des interventions, parce que plus que le cancer est avancé, plus que les types d'interventions sont invasifs, donc plus qu'il risque à ce moment-là d'impacter la qualité de vie du patient. Fait que je pense que c'est important de garder ça en tête, là, que la détection précoce va avoir, à mon avis, ces deux intérêts-là. Et Dr Bouchard, à votre avis, quels sont les plus grands besoins non comblés des patients atteints de cancer du poumon? Au niveau du traitement chirurgical, c'est sûr qu'il y a plusieurs années, on opérait et c'était avec des thoracotomies, donc des ouvertures importantes au niveau de la paroi thoracique. Maintenant, ça se fait par thoracoscopie, donc des plus petites incisions. C'est moins douloureux pour le patient, il reste moins longtemps à l'hôpital. Donc ça, c'est important parce qu'au niveau de la qualité de vie, on n'a plus l'impact qu'on avait avant. Et le fait de les détecter précocement, on améliore vraiment les chances de guérison. Et une autre question pour vous, Dr Bouchard. Comment définir un patient exposé à un risque élevé de cancer du poumon? Pouvez-vous expliquer ce qui a motivé la mise en œuvre de programmes de dépistage du cancer du poumon et la façon dont ces programmes peuvent aider à détecter tôt un cancer du poumon chez un patient à haut risque? Donc, comment on fait pour définir un patient exposé à un risque élevé de cancer du poumon? Il y a deux choses principales, il y a l'âge et le tabagisme. Plus on avance en âge, plus on est à risque de faire un cancer du poumon. Puis au niveau du tabagisme, c'est évident que plus on a fumé, plus on est à risque. Le risque de cancer diminue beaucoup quand on a cessé de fumer. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on considère que les bénéfices du cancer, de dépistage diminuent avec le temps. Il y a plusieurs autres facteurs qu'on peut regarder aussi. Puis ceux-là vont être inclus dans le programme québécois de cancer. Donc, j'imagine qu'on va en reparler tantôt. Et qu'est-ce qui a motivé la mise en œuvre d'un programme de dépistage? Si on regarde dans le reste du Canada, en Ontario et en Colombie-Britannique, il y a des programmes formels aussi qui sont implantés ou qui sont en train d'être implantés. On sait que ça peut vraiment diminuer la mortalité du cancer du poumon. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on a eu pour implanter ces programmes de dépistage-là. Les recommandations canadiennes aussi, depuis 2016, suggèrent un programme de dépistage. Puis, on a eu les données de l'étude européenne qui ont été publiées en 2020 qui confirmaient ce que l'étude américaine avait démontré en 2011 sur la diminution de mortalité. Existe-t-il actuellement des programmes de dépistage au Québec? Quelles sont les initiatives en cours au Québec pour répondre à ce besoin? Le programme de dépistage, c'est un programme pilote qui vient de débuter en juin 2021. C'est un programme qui s'adresse à des patients entre 55 et 74 ans. Les patients doivent avoir au moins 20 paquets années et avoir fumé dans les 15 dernières années, soit toujours être un fumeur actif ou avoir cessé dans les 15 dernières années. Puis ensuite, on va identifier leurs risques de façon encore plus précise avec un modèle de facteur de risque qu'on appelle le PLCO-M 2012. Et ça va prendre d'autres facteurs en considération,
entre autres, si le patient a des antécédents d'MPOC, d'emphysème, si le patient a des antécédents personnels de cancer ou s'il y a des antécédents familiaux de cancer du poumon. Et Dr Dumouchel, en tant qu'omnipraticien, que pouvez-vous faire s'il n'y a pas de programme de dépistage dans votre région? Bien, c'est sûr que c'est ce qu'on a vécu là, dans les dernières années. Donc, on allait sur un mode d'opportunité, donc à savoir en prenant en considération les facteurs de risque de chacun des patients. On allait essayer vraiment d'aller chercher est-ce qu'il y a des symptômes, est-ce qu'il y a des éléments qui, au questionnaire, pourraient nous orienter pour essayer de poser, dans le fond, plutôt qu'un dépistage, plutôt de faire, essayer de tenter de faire un diagnostic précoce. Mais c'est sûr que l'absence de programme de dépistage était difficile à défendre auprès de la clientèle parce que les gens nous réclamaient. Hein. C'est quelque chose qu'on nous demandait souvent. Les gens souvent espéraient que des radiographies simples des poumons puissent être utilisées comme moyen de dépistage. Puis malheureusement, les études ont démontré que ça fonctionne pas avec des dépistages par radiographie simple. Donc, on avait souvent à discuter de cette réalité-là avec nos patients. Puis ça devenait un petit peu décevant pour la clientèle parce qu'on entend tellement parler des ravages faits par le cancer, dont le cancer du poumon étant un des plus mortels naturellement. Puis tous les programmes de prévention au niveau du tabagisme sollicitaient ou provoquaient une réflexion chez les patients. Donc, ils nous demandaient ça, d'avoir la possibilité d'avoir accès à un dépistage. Puis nous, tout ce qu'on pouvait faire en tant que médecin de famille, mais c'était plus d'essayer, comme je vous dis, de tenter de faire un diagnostic le plus précoce possible avec les limites qu'on peut y voir. Donc, clairement que pour le médecin de famille, ce programme de dépistage-là arrive comme vraiment une bonne nouvelle, même si ça rajoute une tâche dans un contexte qui n'est pas toujours facile, surtout là, dans une fin de pandémie comme on a vécu. Mais en tout cas, je pense que ma perception, c'est que la majorité des médecins de famille vont être bien contents d'avoir accès à une façon d'aider leur clientèle à pouvoir avoir un dépistage au niveau du cancer du poumon. Bien d'accord. Puis les patients aussi peuvent s'auto-référer. Donc, le poids n'est pas juste sur les épaules des médecins de famille. Les patients peuvent appeler eux-mêmes aussi pour s'auto-référer. Ah bon, OK. Je n'avais pas saisi ça. Merci. Et Dr Dumouchel, comment voyez-vous le rôle d'un omnipraticien pour ce qui est de repérer les patients à dépister? Comment un omnipraticien peut-il orienter des patients vers un tel programme? Et quelle est la procédure à suivre pour faire admettre un patient à un programme de dépistage? Bien, premièrement, le rôle du médecin de famille ou de l'omnipraticien pour repérer les patients, comme je disais tantôt, on le voit sous un mode d'opportunité, donc lors des visites là, des patients. Par contre, les moyens maintenant qu'on a, les moyens technologiques, là, donc les dossiers médicaux électroniques dont la majorité des cliniques maintenant disposent, peuvent mettre en place des moyens excusez le terme, là, mais de screening pour permettre, là, avec de certaines données qu'on peut aller saisir dans les dossiers. Donc, admettons qu'un médecin pourrait reviser le statut de tabagiste de sa clientèle, puis passer à ce moment-là systématiquement tous ces patients fumeurs à travers les outils de dépistage. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il soit investigué par les cliniques en elles-mêmes parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là pour aider la clientèle plus sur un mode plus large que sur un mode seulement d'opportunité lors des visites. L'autre chose, je pense, qui pourrait être vraiment intéressant pour l'omnipraticien, ce serait de demander à son personnel clérical de remettre à chaque patient un questionnaire, mettons, par version papier, à savoir à ce moment-là, le patient pourrait lui-même, lors de son attente, remplir le questionnaire. Donc, ça permettrait de favoriser la prise de données par le médecin de famille pour référer le client vers le système de dépistage. Puis bon, pour orienter le patient, dans le fond, on en discutait justement tantôt avec Dr Bouchard. Il y a des documents qui ont été émis, il y a des sites Internet là, qui vont devoir être mieux diffusés là, auprès des médecins de famille qui puissent les utiliser, mais on sent là, que toutes les choses sont en place pour permettre là, de faire un bon travail de dépistage là, pour l'ensemble. Si on parle des médecins de famille, mais je pense aussi
les infirmières dans nos cliniques, les infirmières praticiennes spécialisées aussi peuvent participer à cet effort-là. Là. Je pense qu'il y a vraiment un tour de roue qu'on peut faire à ce niveau-là, là, clairement, dans nos cliniques. Puis, la procédure à suivre pour faire admettre un patient, comme je vous disais tantôt, je pense que les médecins vont devoir se sensibiliser puis aller chercher ces outils-là, autant le PLCO M2012 là, qui est assez simple à remplir, assez rapide, et puis les documents de référence aussi vont être disponibles via des sites Internet. Donc, je pense que on est rendu là en 2021 là, de pouvoir utiliser des méthodes un petit peu plus efficaces que nos bons vieux fax puis nos feuilles de papier. Là. Mais je pense que c'est vraiment encourageant pour l'avenir. Je suis d'accord avec vous, c'est ça. Peut-être la petite chose, c'est ça que j'ai appris cette semaine, justement. Si on tape dépistage du cancer du poumon, mais il faut rajouter le mot-clé professionnel, on arrive sur le site où on a le formulaire, on a justement le courriel. Si on veut utiliser le bon vieux fax, on l'a encore. On a le numéro de téléphone, on a une adresse, c'est ça, courriel en plus du site Internet. Donc, on a toutes les façons de référer les patients. Si les gens ne veulent pas compléter le formulaire officiel de référence, ils peuvent tout simplement juste appeler ou écrire sur un papier là, référence tel patient avec ses coordonnées au programme de dépistage. C'est quelque chose aussi qui est possible. Le personnel infirmier et le personnel, les adjoints administratifs qui sont au téléphone s'attendent à ce genre de référence-là pour le programme. Merci, Dr. Bouchard. Et Dr. Dumichel, quelles sont les ressources dont disposent les omnipraticiens pour sensibiliser et éduquer la population à l'importance du dépistage du cancer du poumon? C'est clair que l'intervention directe là, du médecin de famille avec son patient est un moment privilégié là, où on peut aborder des sujets là, pour sensibiliser la population. C'est clair que en prenant compte, en sensibilisant le professionnel pour qu'il soit comme sensible à la possibilité. Puis maintenant, comme je vous disais avant, vu qu'on n'avait pas de moyens de dépistage, on était peut-être moins à l'affût de ces données-là. Fait que je pense que l'important, c'est pour le médecin de famille d'aborder le sujet avec le patient, puis vraiment de démystifier aussi parce que il y a quand même une partie de notre clientèle qui souffre de claustrophobie puis qui ont des craintes là, par rapport à ce que c'est une tomographie axiale. Là. Je pense qu'il y a ça aussi, je pense, à démystifier. Mais il y a des outils aussi qui nous sont proposés pour ça, là, qui sont très bien faits. Là. Puis en même temps, je pense que j'ai eu la chance de regarder l'outil qui est suggéré pour aider le patient à prendre une décision éclairée, puis je dois dire qu'il est très bien fait. Parce que c'est important de dire là, que oui, le dépistage, ça a des vertus, il y a des efficacités, mais ça n'a pas juste des avantages. Il y a des désavantages, il y a des interventions qui vont être faites en plus, il y a des surdiagnostics malheureusement qui vont survenir. Fait que c'est important qu'il y ait des outils pour aider le patient à prendre une décision éclairée. Puis, comme je vous dis, là, avec le programme, il est fourni un outil de prise à la décision qui est vraiment, vraiment visuel, bien fait, qui va permettre au médecin de famille de faire l'intervention avec le patient pour lui permettre de s'assurer que la décision d'aller vers le dépistage respecte là, ses valeurs à lui, là, parce qu'il y a des gens qui désirent pas nécessairement savoir s'ils ont des problèmes de santé, donc ils ont le droit à ce moment-là de refuser le dépistage. Comme je disais, je pense que ça va faire partie de la tâche des médecins de famille. Je pense que aussi au niveau des médecins de famille, les clientèles plus défavorisées, les clientèles autochtones, on sait qu'elles sont plus difficiles à rejoindre par le dépistage. C'est des gens qui sont moins enclins à faire eux-mêmes la demande. Donc, comme médecin de famille, évidemment, c'est sûr que c'est un des éléments aussi que vous tenez en compte là, dans vos rencontres avec les patients. Puis, un des outils du médecin de famille, c'est justement la famille. Fait que souvent, quand tu as un membre de la famille dans ton bureau, tu peux le sensibiliser pour tous ses proches. Donc, parce que souvent, on parle de tabagisme primaire, tabagisme secondaire, puis souvent, il y a des mauvaises habitudes qui se répandent dans une famille. Donc, je pense que ça peut être un moment privilégié pour dire, écoutez, il y a d'autres membres de la famille que je connais, puis je sais qu'eux aussi pourraient profiter de ça. Là. Fait que je pense que là aussi, là, il y a toute une intervention qui peut être faite là, dans le bureau du médecin. Oui, et merci à vous deux.
Et Dr Bouchard, quels sont les facteurs dont il faut tenir compte pour repérer les patients qui devraient passer un test de dépistage du cancer du poumon? Et quels facteurs particuliers sont utilisés pour orienter les patients vers un programme de dépistage? Au niveau des facteurs, c'est vraiment pour le premier épurage là, au niveau de la référence. Ce sont des patients entre 55 et 74 ans parce qu'ils sont plus à risque d'avoir un cancer, puis en même temps sont encore très en forme en général pour avoir une chirurgie thoracique. Il faut qu'il y ait au moins 20 paquets années, comme je disais, et un tabagisme actif dans les 15 dernières années. On ne s'attend pas à ce que les professionnels, que ce soit IPS, médecin de famille, ou même le patient lui-même, le pharmacien, une allothérapeute, ait calculé nécessairement le PLCOM 2012. On sait que ce risque-là, il faut qu'il soit d'au moins 2 de risque de cancer du poumon à 6 ans. Il se retrouve sur le site Internet du programme québécois. Mais on ne s'attend pas, là, on a à peu près la moitié des patients qui n'ont pas ce 2 %-là dans la clientèle référée actuellement, dans les premiers 700 patients qui ont été référés là, depuis juin 2021. Puis au niveau des facteurs particuliers pour orienter les patients, j'avais des questions des fois de certains collègues qui disaient je vais regarder ma clientèle MPOC puis je vais les envoyer. Il faut se rappeler que c'est des patients qu'on veut qui tolèrent une chirurgie thoracique. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose d'envoyer des patients MPOC modérés ou sévères. C'est plutôt les fumeurs actifs avec des tests de fonction respiratoire normaux, qui sont heureusement 80 des patients fumeurs, ou des MPOC légers. Donc, on veut s'assurer, une des questions que les infirmières demandent lors du programme, c'est êtes-vous capable de monter 2 étages d'escalier? Donc, on veut que les patients soient en forme pour être capables d'avoir une chirurgie. Les autres choses qui sont des critères d'exclusion, bien évidemment, un patient qui a déjà eu un scan du thorax dans la dernière année, on ne veut pas lui en refaire un autre. C'est un patient qui a déjà reçu un cancer, un diagnostic de cancer du poumon, ils sont déjà suivis, ces patients-là. Ceux-là ne sont pas candidats au programme de dépistage. On recommande qu'ils soient suivis par les médecins qui ont effectué le diagnostic et le traitement. Si un patient a des symptômes suspects de cancer du poumon, on ne veut pas non plus qu'il soit intégré au programme de dépistage. C'est des systèmes de basse dose qui se font sans injection de contraste. Donc, ce n'est pas un scan diagnostique. On veut que ces patients-là soient référés rapidement selon les moyens habituels pour être diagnostiqués rapidement et traités rapidement. Mais eux, ça leur prend un scan diagnostique avec de l'IA. Donc, c'est différent. Puis évidemment, toute comorbidité grave là, qui limite la survie, une cirrhose avancée, une insuffisance rénale terminale, ce sont des patients qui ont des comorbidités ou des conditions qui limitent leur survie. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas nécessairement qu'ils soient référés à un programme de dépistage. Merci, Dr Bouchard. Et aussi, quel est le pourcentage de patients chez lesquels vous espérez pouvoir détecter tôt la présence d'un cancer du poumon en utilisant ces méthodes de dépistage? Normalement, on a environ 70 des patients qui ont un diagnostic en stade avancé. Donc, on espère vraiment renverser cette tendance-là, puis avoir un 70 en stade précoce. Donc, c'est ça le but. Dans la majorité des études, on a 50 à 70 de stade 1 dans les études. Donc, c'est ce qu'on veut avoir avec notre programme de dépistage. Merci, Dr Bouchard. Et une autre question pour vous. Quels sont les tests effectués pendant le dépistage? Et quels sont les coûts et les avantages associés aux tests de dépistage? Au niveau des tests, donc c'est une tomodensitométrie axiale à faible dose, donc low dose CT, comme on dit en anglais. Donc, dans le programme comme tel, il y a une première TAFD, donc une tomodensitométrie axiale à faible dose au temps 0, puis une deuxième au temps 1 an. C'est sûr que normalement, le dépistage se fait annuellement. Vu que c'est un programme pilote, une fois qu'on va avoir fait tous les patients, on va regarder c'est quoi les données qu'on a eues au Québec. Est-ce qu'on est capable justement d'avoir un impact au niveau du changement de stade, au niveau du diagnostic? On s'attend à ça. On a eu les données de l'Ontario, c'est ce qui arrive. Donc, on est confiant qu'on va être capable de répéter la même chose au niveau du Québec. C'est sûr que idéalement, quand un programme est en place, normalement, on continuerait un dépistage jusqu'à temps que le patient ait 74 ans ou que ça fasse 15 ans qu'il a arrêté de fumer ou qu'il y a d'autres comorbidités qui surviennent. C'est toutes les questions qu'on a actuellement, mais on va avoir les réponses après l'analyse du programme pilote actuellement.
Donc, on n'a pas encore ces réponses-là. Au niveau aussi de l'intervalle, on a choisi un intervalle d'1 an pour les TAFD. On a de la littérature aussi qui dit, avec l'étude européenne, qu'on pourrait augmenter le temps d'intervalle entre les taux densitométrie accès à la faible dose jusqu'à 2 ans sans effet délétère pour les patients, particulièrement qui ont une première TAFD qui est complètement normale. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont en train d'être étudiées. Donc, voilà. Donc, au niveau des coûts, c'est sûr qu'il y a des coûts. C'est pour ça qu'on veut identifier la population vraiment qui est la plus à risque de développer un cancer du poumon. J'ai des gens qui me disent, oui, mais j'arrive à 1,7 ou j'arrive à 1,8. Il fallait à un moment donné pour qu'il y ait au niveau du ratio coût-bénéfice un avantage. Dans l'étude américaine, si on identifie le 20 qui était le moins à risque de développer le cancer du poumon, il fallait faire 5000 TAFD pour sauver un décès par cancer du poumon. Alors que si on prenait le 20 le plus à risque, il fallait environ faire moins de 200 CT scans. Donc, c'est vraiment un équilibre dans ce ratio-là pour pouvoir identifier les patients qui sont les plus à risque. Parce que d'un point de vue société aussi, c'est sûr que les ressources ne sont pas limitées. Donc, les avantages associés aux tests de dépistage, c'est sûr qu'on veut diminuer la mortalité, on veut avoir un diagnostic plus précoce, puis on veut aussi, si on est capable de diminuer le tabagisme, ces patients-là sont référés au programme de dépistage à la ligne Jarret. Au niveau des avantages, c'est sûr qu'il y a un outil d'aide à la décision. On a considéré que le patient acceptait là, quand il était référé, mais c'est toute une discussion qui est faite par les professionnels de ces avantages-là, mais on regarde aussi les inconvénients ou les risques. On parle de radiation avec eux. Donc, c'est pour ça qu'on fait des scans à faible dose. On sait qu'avec la quantité de radiation, le risque d'induire un cancer est très faible. On l'estimait à un patient sur 2500 il y a 10 ans. Et maintenant, on sait que ce risque est beaucoup plus faible avec le changement de TAFD. Il y a des études avec des taux de densitométrie à ultra faible dose qui s'en viennent aussi. Donc, vraiment, le futur est prometteur. Au niveau des surdiagnostics, encore là, c'est quelque chose qui nous a fait très peur il y a 10 ans quand on a eu les données de l'étude américaine. Puis, parce qu'on parlait au départ de 20 de surdiagnostics, c'était énorme. Puis, finalement, avec les données qui ont été publiées en 2019, on sait qu'il n'y a pas de différence dans le groupe CT scan versus le groupe contrôle dans cette étude-là. Ce qu'on découvre parfois, c'est des adénocarcinomes qui se développent plus lentement. Mais heureusement, on a appris, parce que ça, il y a un léger surdiagnostic, mais on a appris à les suivre, ces patients-là, justement, pour ne pas les référer en chirurgie trop précocement. Donc, ça, je vous dirais que c'est les points principaux. Puis, quand on découvre des micronodules, bien évidemment aussi, la littérature a changé sur comment les suivre. On fait les scans de façon moins rapprochée qu'on le faisait là, il y a 10 ou 15 ans, là, grâce aux données qu'on a eues là, avec les études de dépistage qui ont été faites. Et au niveau des procédures invasives, c'est sûr qu'il y en a. Donc ça, il y a des risques. Malheureusement, ça fait partie de la réalité. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des rapports standardisés de radiologie pour estimer ce risque-là, pour mieux les identifier, les patients avec un TEP-CT scan, donc avec une évaluation clinique du risque de cancer pour tel patient. Et on va s'assurer justement de regarder les données pour s'assurer que le taux de résection de nodules qui sont bénins, donc qui ne sont pas cancéreux, est adéquat dans notre programme actuellement. Et comment envisagez-vous idéalement l'avenir du dépistage du cancer du poumon? Ça, c'est une excellente question. Moi, j'envisage un programme qui serait pan-québécois. C'est sûr qu'actuellement, dans le programme, les 4 centres universitaires participent au projet. On est limité à 3000 patients pour l'instant. Ils sont associés, les 4 centres universitaires, les 2 centres francophones et anglophones de Montréal, puis Québec, c'est à l'UCPQ. À chacun un centre affilié. Donc Sherbrooke est affilié avec Charlemagne sur la Rive-Sud de Montréal. Le CHUM est associé avec Laval. McGill est associé avec Gatineau-Hall, puis l'UCPQ à Québec est associé avec la Côte-Nord. Donc, c'est sûr qu'il y a une clientèle qu'on rejoint moins bien, l'Est de la Forest, on en est conscient. On veut vraiment, pour bien identifier, pour bien établir un programme de dépistage, puis évaluer les impacts, le faire de façon la plus, en guillemets, parfaite possible, que ces patients-là soient référés également dans un programme de dépistage, pour ne pas faire du dépistage opportuniste. Parce que ce qu'on se rend compte quand on fait du dépistage opportuniste, c'est que justement, ce n'est pas les meilleurs patients là, qui sont référés. Donc, ça, ma première réponse, c'est vraiment un accès à tous équitable. C'est toujours ça. On est dans un système de santé publique.
Puis l'avenir du dépistage du cancer du poumon, il y a beaucoup de biomarqueurs qui sont en étude aussi. Est-ce qu'on pourrait faire un pré-dépistage avec des prises de sang, par exemple? Ça serait intéressant. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont en train d'être étudiées, les biomarqueurs. Puis, comme je disais, les turbodensitométries à ultra faible dose aussi pour induire encore moins de radiation, un équivalent de radiographie pulmonaire, donc une très faible dose. Et Dr Dumouchel, que souhaitez-vous que les omnipraticiens du Québec retiennent principalement pour ce qui est du repérage et de l'orientation de leurs patients qui devraient faire l'objet d'un dépistage du cancer du poumon? Je pense que, comme je disais tantôt, le défi pour le médecin de famille, ça va être de vraiment y penser, de vraiment intervenir auprès des clientèles qui présentent des risques. Parce qu'on a quand même une assez bonne idée là, de notre clientèle. Donc, vraiment mettre l'emphase sur le dépistage de ces clientèles-là. Comme je disais tantôt, je pense qu'il y aurait peut-être un intérêt pour les cliniques d'utiliser les moyens technologiques qu'on a pour faire un dépistage plus large de leur clientèle, dans le fond. Peut-être, comme disait Dr Bouchard, intéresser le personnel administratif aussi. Ça n'a peut-être pas nécessairement besoin d'être seulement le médecin de famille. Là, toute l'équipe de la clinique peut travailler là, à mieux prioriser les patients pour les référer au dépistage. Je pense en tout cas, l'autre défi, ça va être de bien diffuser ce processus-là là, à l'ensemble des médecins du Québec parce que, comme je vous disais tantôt, je pense que la majorité des médecins vont recevoir ça de façon plutôt positive parce qu'on a enfin quelque chose qu'on peut proposer à nos clientèles là, quand on parle de dépistage, puis on parle de bonnes habitudes de vie, puis ainsi de suite. Merci, Dr Dumouchel. Et maintenant, pour vous deux, la dernière question. Est-ce qu'il y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Moi, j'ai quelque chose que je veux ajouter, puis je pense qu'il ne faut pas perdre de vue. Le dépistage, c'est bien, là, c'est même très bien. On parle de sauver une vie sur 1000 patients, donc bon, c'est pas rien. Par contre, la prévention, c'est super important. Je souligne le fait qu'on aborde le sujet de la prévention dans ce programme-là. On parle c'est clairement le tabagisme là, qui est le clou sur lequel il faut taper. Puis, il ne faut pas perdre de vue l'importance de tout simplement mentionner quand on intervient auprès d'un patient, l'importance de cessation tabagique parce que on a dans tout l'ensemble des éléments qu'un médecin de famille doit faire. Je pense qu'une des peut-être les interventions les plus payantes, les plus importantes pour la santé du patient, là, c'est la prévention, c'est la cessation tabagique. Des fois, juste de dire au patient, tu fumes encore, est-ce que tu as pensé peut-être à cesser? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait regarder ensemble? Là? Ça prend quelques secondes, là, mais puis je vous dirais par expérience que le patient qui ne se fait pas dire ce commentaire-là va souvent sortir de la clinique en disant « mais le médecin ne m'a pas dit d'arrêter ». Donc, c'est vraiment, vraiment l'importance de la prévention à ne pas perdre de vue. Le dépistage ne remplacera pas ça. Mais heureusement, je pense que dans le programme, on souligne l'importance de la prévention, puis je pense que c'est vraiment cardinal. Là. Tout à fait d'accord. Puis ça améliore également le ratio coût-bénéfice quand on met l'emphase sur la cessation tabagique. On a impliqué aussi les pharmaciens communautaires dans ce volet-là pour s'assurer que quand les patients sont référés à la ligne J'arrête, qu'on puisse, via les pharmaciens communautaires, leur proposer la varénicline, les patchs de nicotine ou peu importe ce qu'ils voudront essayer pour cesser de fumer. Mais je pense qu'effectivement, on a vraiment un impact sur la mortalité quand on incite un patient à fumer. Et puis, je pense qu'il faut se rappeler également, c'est que même si les patients ont cessé de fumer, ils sont toujours à risque de récidive. Moi, j'aime bien féliciter les patients. Ça fait déjà combien de temps que vous avez arrêté de fumer? Ah, wow, c'est vraiment beau. Puis, je suis fière de vous, c'est la pandémie. Les gens, des fois, ont le goût de recommencer à fumer, mais c'est important que vous ne recommenciez pas. Donc, une partie de l'avenir aussi, ça serait de ne plus avoir de diagnostic de cancer du poumon dans la province. Mais bon, ça, c'est encore un peu trop utopique, je pense, actuellement. Puis on n'a pas la prévalence de cancer du poumon qu'on a en Asie, qui survient beaucoup chez les non-fumeurs. Là. On a eu des données de Taïwan, justement, pour lesquelles à peu près 50% de la population, les diagnostics de cancer du poumon surviennent chez les non-fumeurs, pour toutes sortes de raisons. On sait aussi que, peut-être pour les médecins de famille, quand l'histoire familiale est positive pour un cancer du poumon, dans les gens surtout du premier degré, particulièrement quand il y en a plus qu'un,
le risque est exponentiel. Donc, c'est quelque chose aussi dans les antécédents. Avant, on n'y pensait pas, antécédents de cancer du poumon, que ça pouvait être, on ne sait pas comment identifier au niveau génétique pourquoi les gens sont plus à risque, mais on le sait qu'ils le sont. Donc, c'est peut-être un autre point à considérer. Puis, la dernière chose que j'aimerais ajouter, je pense que c'est ça, le programme, il est effectivement très bien fait. Il y a vraiment toute une structure au niveau du rapport de radiologie, du scan low dose qui va être mis au médecin référent. Donc, c'est pas juste évidemment le parenchyme pulmonaire qui est évalué, mais tout ce qu'on voit, la thyroïde, l'aorte, le médiastin, les kystes au niveau du foie. Donc, des fois, il y a des découvertes fortuites. Puis ça, on a une belle collaboration avec les médecins de famille pour assurer le suivi de ces découvertes fortuites-là également. Merci, Dr. Bouchard et Dr. Dumouchel, pour cet épisode informatif sur le dépistage du cancer du poumon. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Audio Jungle.